Eh bien, bonjour à tous. Nous allons donc démarrer cet atelier. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Au nom, vous l'avez remarqué, particulièrement pompeux. Et donc, je ne sais pas si j'arriverai à le répéter. Pourtant, c'est mon idée. Donc, mea culpa complet. Je crois qu'on a dit probité publique, la complémentarité entre médias, lanceuses et lanceurs d'alerte et associations, sous-entendu. Et donc, je vais arriver à me présenter. Sous-entendu, associations notamment anticorruption. Et donc, c'est à ce titre que j'interviendrai aujourd'hui avec Christian. Donc, personnellement, je suis Alexandre Calvez. Je fais partie de l'association Anticorps depuis maintenant 8 ans. Et donc, je suis membre du conseil d'administration. Et je te laisse, si tu veux, Christian, te présenter. Si le micro marche. Moi, je m'appelle Christian Doriac et je fais partie également du conseil d'administration, mais de la Maison des lanceurs d'alerte. Et j'ai fait partie de la petite équipe qui a créé en 2018 la Maison des lanceurs d'alerte. Donc on vit notre 5e année de vie. On a répondu à peu près à je crois qu'il y en a 473 exactement lanceurs d'alerte. Si ceux qui ne savent pas, on expliquera un peu comment ça fonctionne. Et notre grande satisfaction de cette dernière année, c'est à la fois le vote de la loi Wasserman, qui précise beaucoup plus facilement que ça ne l'était avec la loi Sapin le statut du lanceur d'alerte, et puis les décrets d'application qui datent du mois d'octobre et qui nous ont donné, même s'il y a quelques frustrations, certain nombre de satisfactions, puisque quelquefois les décrets d'application d'une loi, c'est destiné à limiter la portée de la loi. Alors, on en discutait avec Christian il y a quelques minutes. Ce qu'on se disait sur un peu les thématiques que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est que on va expliquer comment une chaîne de l'alerte se met en place pour lutter contre la corruption avec différents acteurs et des acteurs qui sont extrêmement importants, qui nous accueillent aujourd'hui, à savoir les journalistes d'investigation et Mediapart est à l'origine d'un grand nombre d'affaires. Enfin, personne ne l'apprend à cet instant. Christian pourra peut-être nous en parler un petit peu plus puisque tu as aussi une casquette journalistique en plus de ton rôle dans la Maison des lanceurs d'alerte. Et ensuite, tous les enjeux qui portent effectivement sur la protection des lanceurs d'alerte comme étant un moyen de lutter contre certains périls dans la société. Et en l'espèce, aujourd'hui, on parlera beaucoup de corruption, de probité. Et je lisais il y a quelques jours qu'il y a une étude qui a été faite par une association de chercheurs aux États-Unis à l'échelle mondiale qui disait que lorsqu'on a un système de protection des lanceurs d'alerte assez étoffé, on peut viser une baisse par 2 du nombre d'affaires de corruption dans un pays. Donc c'est un puissant vecteur, la protection des lanceurs d'alerte, pour lutter contre la corruption. Et enfin, le rôle que jouent dans le prolongement de l'alerte des associations anticorruption comme la nôtre, Anticorps, que je vais présenter en quelques instants, si tu me le permets, Christian. Donc, Anticorps, on est une association qui a maintenant 20 ans, un tout petit peu plus, et qui est née sur le post-élection présidentielle en 2002, où vous avez tous le scénario en tête, la première fois que l'extrême droite arrive aux portes du pouvoir, en tout cas au second tour d'une élection présidentielle, et ça a été analysé par un certain nombre de nos prédécesseurs chez Anticorps comme étant le marqueur que quelque chose ne fonctionnait plus dans la société et d'une distanciation probablement trop importante entre la population et ses représentants, avec le début de ce qui s'est évidemment amplifié toutes ces 20 dernières années, à savoir une défiance grandissante. Une défiance qui évidemment a analysé à travers différents facteurs, mais l'un de ces facteurs, évidemment, c'est certaines des pratiques dont se sont rendus coupables des responsables politiques ou des responsables administratifs, et que, à titre personnel, je pense, la société tolère de moins en moins. Et on y reviendra évidemment tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a une association citoyenne, c'est important de le dire, qui repose sur un très très grand nombre de bénévoles. On a une toute petite équipe salariée du côté d'Anticorps, il y a 3 salariés actuellement, et on est 6500 adhérents. Donc avec un nombre d'adhérents qui continue de croître d'année en année, ce qui là aussi m'amène à penser que les pratiques de corruption et les grandes affaires ne sont plus aussi acceptées qu'elles pouvaient l'être à une certaine époque. Et notre rôle chez Anticorps,
On fait pas mal de trucs évidemment, mais la notoriété de nous bénéficions, elle s'explique par le rôle judiciaire que nous jouons. C'est-à-dire que nous sommes dans une forme de prolongation de l'alerte qui a été révélée par la presse, qui ensuite, grâce à des sources, grâce à des lanceurs d'alerte, et d'ailleurs nous aussi on défend en tout cas on est en interaction avec beaucoup de lanceurs d'alerte au quotidien, on reçoit énormément d'alertes, et derrière nous on s'assure qu'il y ait on s'assure, en tout cas, on fait tout pour qu'il y ait des suites judiciaires. Parce que comme vous le savez, en France, nous n'avons pas encore une coupure complète entre la justice et le pouvoir exécutif. En ce sens que le garde des Sceaux reste aujourd'hui la personne qui peut influencer les carrières des procureurs, alors que le procureur, comme vous le savez, le procureur de la République est en grande partie chargé des instructions et des enquêtes en France. Et donc, il est possible, et c'est arrivé à de nombreuses reprises, et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, qu'il y ait une tentation d'enterrer certaines affaires, une tentation qui aboutit à de l'impunité, et c'est cette impunité que chez Anticor nous souhaitons dénoncer. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque cette tentation existe? On a quelques outils à nos dispositions, évidemment notre plaidoyer, évidemment le travail juridique que nous pouvons faire, mais c'est surtout un agrément qui nous permet de nous constituer partie civile. Alors ça va peut-être être un petit peu technique, mais ça vaut le coup qu'on s'arrête 2 minutes sur cette histoire de l'agrément des associations anticorruption. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être le faire dans un deuxième temps, parce que là on est dans l'introduction. Je t'avais dit que j'étais trop bavard. Je t'avais dit que j'étais trop bavard. Mais clairement, et pour que ce soit transparent, Anticor et le syndicat national des journalistes, dont je suis membre du bureau national, ont créé ensemble, et avec d'autres organisations, avec d'autres associations, la Maison des lanceurs d'alerte. Et la Maison des lanceurs d'alerte, de notre point de vue, illustre très bien cette complémentarité qui est autour du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les liens entre le lanceur d'alerte, les organisations qui le prennent en compte, le protègent, l'aident à médiatiser son affaire, et la presse. Donc on va revenir là-dessus. Pour vous donner une information importante, on a fait des statistiques sur les thématiques de nos 473 lanceurs d'alerte. Il y a 37% de ces alertes concernent précisément la corruption et la fraude, c'est-à-dire plus d'un gros tiers, quoi. Ensuite, c'est la discrimination et le harcèlement. Et après, c'est l'atteinte à l'environnement, ce qui est aussi très important puisque ça dépasse les 25%. Donc, ce que je me proposais de faire, c'est de vous donner 3 cas sur lesquels on va travailler. Ce que je peux déjà faire comme parenthèse, c'est qu'on s'est mis d'accord tous les deux pour, et ça va être difficile parce qu'on est 2 bavards, pour faire en sorte qu'on ne parle pas plus de 20 minutes et qu'ensuite le micro circule et qu'on dialogue le mieux possible avec vous et qu'on soit le plus près possible dans nos réponses auprès de vos attentes et de vos préoccupations. Donc je vais donner 3 exemples dont vous avez peut-être lu les scénarios. Un policier, le premier, qui s'appelle Amar Ben Mohamed, qui a dénoncé ce qui se passait dans le sous-sol du tribunal judiciaire de Paris. Donc j'ai pris des notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc son alerte, et quand il s'est présenté chez nous, c'était des actes de racisme, de maltraitance, commis régulièrement par des agents de police dans les cellules du dépôt du tribunal judiciaire. Et il a été sanctionné. Nous l'avons, la Maison des lanceurs d'alerte, accompagné à l'Assemblée nationale. Il a témoigné dans une commission et sa hiérarchie l'a sanctionné. Alors qu'a priori, il était totalement dans le thème du jour, c'est-à-dire qu'il faisait sortir une information qui était parfaitement dans la probité parfaite. Donc sa participation à une audition organisée par 2 députés que certains d'entre vous connaissent, Raphaël Gauvain, Olivier Marleix, dans le cadre de l'évaluation de la loi Sapin 2, ça lui a valu un nouvel avertissement. Ça, c'est le premier. Ensuite, il y a eu l'histoire de l'Université de Paris 8. La présidence aurait tenté d'étouffer en sanctionnant le lanceur d'alerte. Et en litige avec l'administration pour contester ses représailles, il a vu la défenseuse des droits. On en parlera éventuellement, mais je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit. La défenseuse des droits s'ajouter à ses soutiens historiques, que sont la Maison des lanceurs d'alerte et Anticor. Et puis le troisième,
c'est une lanceuse d'alerte de Thales. Elle ne souhaite pas que son nom circule, donc il ne circule pas. Mais c'est un conflit prud'homal qui oppose la société Thales à une lanceur d'alerte qui a révélé des soupçons de corruption et de trafic d'influence au sein du groupe, ce qui est, pour les journalistes en tout cas qui suivent ces affaires, c'est monnaie courante chez les marchands de canons. Et Thales est un marchand de canons. Donc le 1er février dernier, c'est récent, la Cour de cassation a rendu un arrêt, et c'est une des juristes... Ah, le verre est tombé, il n'y a plus d'eau là, c'est pas grave. C'est une des juristes qui a longtemps piloté à la Maison des lanceurs d'alerte, qui s'appelle Juliette Adibert. Elle a réussi, avec Maître Lioncan, à avoir un arrêt de la Cour de cassation qui fait avancer cette affaire, qui la fait progresser dans son ensemble. Pour quelle raison? Puisque le conflit prud'homal de Thales a fait en sorte qu'elle a été licenciée. Et pour la Cour de cassation, Thales n'a pas apporté la preuve qu'elle n'avait pas été licenciée pour son alerte. Ils ont essayé de maquiller l'histoire. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Donc voilà ce que je voulais dire pour éclairer le dossier. Et tu peux enchaîner sur ce que tu souhaitais dire tout à l'heure. Non, mais je vais continuer dans ce registre en citant peut-être deux autres affaires où s'illustre bien la complémentarité entre les différents acteurs. L'affaire LuxLeaks, dont vous vous souvenez tous. Donc l'affaire LuxLeaks, c'est une affaire qui est révélée par le consortium de journalistes ICIJ, dont Le Monde fait partie, et qui porte sur les pratiques de rescrits fiscaux au bénéfice de grandes multinationales au Luxembourg. Et évidemment que là, pour les révélations de l'ICIJ, elles viennent pas de nulle part. Derrière, on a deux lanceurs d'alerte qui ont accepté de donner leur nom, qui sont Antoine Deltour, qui est d'ailleurs un membre très actif de la maison. Antoine fait partie du conseil d'administration. C'est un des créateurs de la Maison des lanceurs d'alerte. Oui. Exactement. Donc Antoine Deltour et Raphaël Allais. Et donc, grâce à leurs révélations, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles étaient absolument nécessaires et qu'elles contribuaient à un exercice de salubrité démocratique, puisqu'on dénonçait la pratique massive d'évasion fiscale légale, légale au Luxembourg. Grâce à eux, ils ont pu faire émerger un sujet qui a été ensuite longuement débattu et qui a fait bouger un certain nombre de lignes sur un certain nombre de sujets. Mais donc on avait cette situation complètement étonnante où la commissaire européenne à l'époque en charge de la concurrence, Margaret Vestager, remerciait le travail des lanceurs d'alerte, remerciait le travail des journalistes dans le cadre de l'ICIJ, mais dans le même temps, ces deux personnes faisaient l'objet de procédures bâillons de la part des entreprises qui organisaient, en accord avec les autorités luxembourgeoises, ce système de rescrits fiscaux. Et je vais les citer parce que voilà, on sait un peu tous que KPMG, PricewaterhouseCoopers, qui étaient derrière tout ça. Donc évidemment, Antoine Deltour et Raphaël Allais se sont fait attaquer dans le cadre de procédures bâillons par ces entreprises. Vol de données privées, secrets... alors je les ai notés, donc c'est mieux. Violation du secret professionnel, violation du secret des affaires, vol domestique, blanchiment. Donc là, on a deux personnes qui se retrouvent face à des juristes extrêmement chevronnés et aux moyens quasi illimités, et dont on reconnaît au plus haut niveau des institutions qu'ils ont fait un travail extraordinairement utile pour la société. Dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la procédure, elle dure un certain temps, et en 2017, à la fois Raphaël Allais et Antoine Deltour sont condamnés. Ils sont condamnés alors que tout le monde s'accorde à dire que c'était extrêmement utile. Heureusement, depuis, il y a eu donc un certain nombre de recours, et ils ont été extrêmement bien défendus par un certain nombre d'acteurs associatifs, militants, etc. Et en définitive, ils ont été le statut de lanceur d'alerte leur a été reconnu sous ton contrôle, tu connais ça mieux que moi. Et par ailleurs, ils ont fini par être reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et la Cour de cassation a annulé leur condamnation. Hein, c'est ça ? Ils ont risqué très gros. Ils ont vraiment failli, parce que le Luxembourg n'aime pas, comme la Suisse,
qu'on fasse circuler de l'information financière, ils ont risqué très gros. Mais, et c'est très important, ils sont à l'origine à la fois de la directive européenne sur les lanceurs d'alerte et ils sont à l'origine de la loi, de la transposition française de cette directive européenne sur la loi des lanceurs d'alerte qu'on appelle la loi Wasserman, dont vous avez dû entendre parler. Elle a été votée le 21 mars 2022. On a beaucoup contribué, Maison des lanceurs d'alerte, on a beaucoup nourri en termes de plaidoyer cette loi, mais cette loi de 22 avec des décrets d'application qui datent d'octobre dernier, qui sont très récents, pour revenir à ce dont tu parlais, elle donne un statut aux lanceurs d'alerte, elle dit clairement qu'un crime, un délit, une menace, un préjudice pour l'intérêt général, une violation, une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, relève de l'alerte. Il résulte de cette loi imparfaite quand même quelques conséquences qui pour nous sont fondamentales. Par exemple, elle maintient le critère de bonne foi. Elle n'exige pas que le lanceur d'alerte soit désintéressé, ce qui était le cas avant, mais qu'il ne bénéficie pas d'une contrepartie financière directe pour son signalement. Elle supprime l'exigence de la connaissance personnelle des faits. On peut avoir été au courant des faits sans être directement impliqué. Et il y a quelque chose de très important, c'est qu'elle étend le principe de non-discrimination aux lanceurs d'alerte. Il ne peut pas être écarté d'une procédure de recrutement, il ne peut pas être licencié ou sanctionné ou faire l'objet de mesures discriminatoires, directes ou indirectes. Et en même temps, elle complète la liste des mesures de représailles interdites à l'encontre du lanceur d'alerte, c'est-à-dire les atteintes à la réputation, le service de communication, la perte d'activité, la perte de revenus. Donc pour nous, c'est fondamental et très clairement, ça nous remet dans le centre du débat aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ce trépied, lanceurs d'alerte, organisations qui les protègent et qui les aident juridiquement, et la presse d'investigation, on n'en serait pas là. Cette loi de l'avis général est pour le moment, dans la transposition des pays européens, la plus avancée en France et la plus favorable aux lanceurs d'alerte. Et on le doit effectivement à ce trépied et en grande partie aux journalistes d'investigation. Sinon, effectivement, le plaidoyer que l'on a pu faire les uns et les autres n'aurait pas fonctionné de la même manière. Alors, merci Christian. Ça m'amène à une remarque et une question aussi à te poser. La remarque, c'est ce que tu as pointé du doigt. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu cette alerte et toutes ses conséquences, on n'aurait pas aujourd'hui un système de protection des lanceurs d'alerte aussi favorable. C'est pas un cas unique, LuxLeaks, parce que avant donc cette transposition de la directive européenne, il y avait donc ce qu'on appelle, tu l'as cité tout à l'heure, la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, qui était déjà un petit peu la première, un peu. C'était le socle. Ouais, c'était le socle de la protection des lanceurs d'alerte en France. Bon, elle est plus large que ça. Elle n'est pas née n'importe comment. Elle est née en réaction à l'affaire Cahuzac. Alors, on n'est pas sur une affaire de lancement de l'alerte, puisque c'est là pour le coup, ce sont des révélations presse. Bon. En même temps, la presse a des sources, donc on peut penser que... Enfin, ça, c'est un autre débat, mais on peut penser que les sources sont des lanceurs d'alerte, mais voilà, ça, on en discutera peut-être avec des autres journalistes. Non, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois qu'on a une amélioration du cadre législatif ou réglementaire dans les domaines de la probité, c'est en réaction à un scandale. Et je le trouve que c'est dommage qu'il faille toujours attendre des scandales pour faire progresser la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d'alerte, la protection de l'environnement de manière générale, etc. Ça se retrouve dans pas mal de secteurs. Ça, c'était ma remarque. La question qui est la mienne maintenant pour toi, Christian, c'est donc tu nous dis que en matière de transposition, la France est allée de manière générale plus loin qu'un grand nombre des pays membres de l'Union européenne. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Pour être honnête, il y a peu de pays qui ont fait la transposition. Donc c'est le meilleur texte sur une petite quantité de pays qui ont déjà transposé. Qu'est-ce qui manque ? Pour moi, deux choses. La plus importante, tu vas sans doute venir sur l'autre, la plus importante, c'est qu'on souhaitait qu'un lanceur d'alerte dispose de la même protection qu'un journaliste sur le secret des sources. Ça n'est pas le cas. On prend l'ordinateur d'un journaliste, on n'a pas le droit de violer le secret des sources, on pique d'une manière ou d'une autre l'ordinateur ou les papiers qui sont dans la poche d'un lanceur d'alerte, on n'est pas obligé de respecter le secret des sources. Donc pour moi, c'est le point très important et
on en parlait avant cette petite discussion. Je pense que dans les années qui viennent, moi je me donne 4-5 ans, il faut imposer ce secret des sources pour les lanceurs d'alerte. Et tu disais qu'il y avait un deuxième point sur lequel j'allais peut-être revenir, c'était quoi? Ouais. Faut que je reprenne mes papiers parce que j'ai une cervelle d'oiseau en ce moment. Pardon? Ah, exact. Voilà. Ouais. Tu veux pas venir avec nous pour faire un troisième? Ouais, Eric. Ouais. Donc, effectivement, c'est important aussi. Bon, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, tu as peut-être sans doute plus de compétences que nous pour en parler. Je pense qu'on peut y arriver dans les années qui viennent. Peut-être tu peux répéter plus fort parce que peut-être tout le monde n'a pas entendu ce qu'a dit Eric. Non, je crois qu'il faut que ce soit Eric qui vienne. Viens. Viens, Eric. Viens, Eric. On est un peu seul là. Eric est donc administrateur et anciennement vice-président d'Anticor. Voilà, la protection des personnes morales. La protection des personnes morales, c'était l'autre sujet. Et en réalité, le sujet se présente de cette façon-là. Les associations sont souvent porteuses d'alerte, parce que même si la loi française est une loi qui est effectivement relativement protectrice, le lanceur d'alerte, culturellement, se trouve dans une situation très difficile vis-à-vis de l'employeur ou de la société dont il dénonce les malversations. Donc, s'il ne va pas voir un journaliste et bénéficier du secret des sources de cette façon, il va voir son syndicat, voir une institution représentative du personnel, voir Anticor. Et dans ce cas-là, effectivement, l'association répond de tout et ne bénéficie, quant à elle, d'aucune protection. Alors c'est un sujet notamment pas tellement pour Anticor, mais c'est un sujet notamment pour les associations qui regroupent des scientifiques, puisqu'on sait bien que autant des faits de corruption, de malversation, on peut les établir avec des pièces, autant sur les effets délétères, nocifs d'un médicament, c'est un débat qui parfois est un débat scientifique assez long. Et pendant toute cette période-là, il y a une vulnérabilité du lanceur d'alerte. Si une association porte ce lanceur d'alerte, l'association n'a pas la protection. Oui. On avance en marchant quand même parce que la Cour de cassation, c'était le 1er février, a rendu un arrêt qui casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles sur l'histoire de cette dame de Thalès. Et elle reconnaît la maison des lanceurs d'alerte comme partie à l'instance sans aucune difficulté. Donc c'est aussi quelque chose d'important. C'est pas ce que tu dis, mais c'est un petit pas qui va nous conduire dans cette direction. Possiblement. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé, mais c'est peut-être le moment de céder la parole pour toute forme de questions sur ce qu'on fait, qui nous sommes, les affaires sur lesquelles on travaille, comment ça fonctionne, ce qu'on pense de la situation de manière générale en matière de probité aujourd'hui en mars 2023. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite... voilà, il y a plusieurs questions. Bonjour. Alors moi j'avais une petite question, c'était en fait, j'ai l'impression qu'il y a un relatif désintérêt de l'État pour les lanceurs d'alerte. Quand je prends le cas du LuxLeaks par exemple, c'est quand même, je sais pas, des centaines de millions d'euros, voire plus, qui sont pompés aux dépens de la société en fait, donc nous tous. C'est des montants qui sont astronomiques. C'est des gars qui pour moi méritent des médailles d'honneur et c'est à peine si on en entend parler en fait. Et comment on peut expliquer ça? Pourquoi l'État ne s'y intéresse pas, ne les encourage pas en fait? C'est une remarque fort pertinente. Je pense que tout le monde la partage. Pourquoi on n'est peut-être pas les mieux placés pour répondre, mais moi, comme journaliste, je peux analyser. Un premier point, il y a beaucoup d'allers-retours entre l'État et ses entreprises. Ça s'appelle le pantouflage entre les hauts fonctionnaires. Ils n'ont pas intérêt à faire une politique de terre brûlée quand ils sont hauts fonctionnaires, aux finances ou ailleurs, s'ils vont aller pantoufler dans une entreprise ou une autre. Et je pense qu'on est encore dans une période où on considère ça normal, pas vu, pas pris. Et effectivement, on préférera monter la retraite de 62 à 64 ans plutôt que d'aller chercher de l'argent ailleurs. Mais c'est un avis purement personnel. Oui, et puis sur les LuxLeaks, il y avait aussi ce problème qu'on trouve
par ailleurs, qui est le problème de la concurrence fiscale déloyale. C'est un problème sur lequel les États n'ont pas énormément travaillé. Il y a quelques petits progrès, mais enfin, c'est vrai que la Commission européenne chiffre le total de l'évitement de l'impôt sur les 27 pays de l'Union européenne à 1 000 milliards d'euros par an. Donc LuxLeaks, c'était un petit aspect de cette question. Et c'est vrai, très singulièrement, la France n'a pas soutenu... manifestement n'a pas soutenu les lanceurs d'alerte et notamment Antoine Deltour. C'est vrai qu'Antoine Deltour était déjà fonctionnaire français, il avait pris des mesures pour réussir un concours, il n'a pas été menacé dans sa carrière de fonctionnaire, mais il n'a pas été soutenu par l'État et c'est bien regrettable. Il y a beaucoup d'autres situations dans lesquelles effectivement l'État, qui devrait, effectivement, par exemple Stéphanie Gibault a rapporté... en réalité, c'est l'affaire UBS, c'est l'affaire des carnets de lait d'UBS, et il y a eu des amendes en appel, 1,5 milliard d'euros pour l'État. Donc c'est un chiffre considérable. Alors elle a été reconnue lanceur d'alerte par le Conseil d'État, et le Conseil d'État lui a accordé, alors c'est vrai que symboliquement c'est ridicule, mais c'est une avancée juridique, lui a accordé 3 000 euros. Et donc, voilà, on est dans une situation, dans ce type de situation, alors que je pense que Stéphanie Gibault aurait très bien pu, au regard des services qu'elle avait rendus à l'État, candidater pour un poste par exemple, un poste de contractuel en communication, puisque c'est sa spécialité. Mais non. Et là, c'est là où on a un vrai combat culturel et politique. Un vrai combat culturel que je pense la crise Covid a contribué à nous faire progresser, mettant en lumière les énormes difficultés dans beaucoup de pays européens au niveau du service public et en particulier du service public hospitalier. C'est un aspect, évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais il y a des choses qui évoluent, mais la concurrence fiscale entre États, même si elle est moins prononcée qu'auparavant, elle demeure, y compris au sein de l'Union européenne, où on peut quand même, entre nous, recenser à minima allez, 7 paradis fiscaux. Ouais. Allez-y. Oui, merci. Bonjour à vous trois. J'ai une question en fait concernant en fait les lanceurs d'alerte. Il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte en fait qui sont obligés en fait par les entreprises responsables de certains délits de signer des contrats de confidentialité. Aux États-Unis, on a l'habitude d'appeler ça des non-disclosure agreements. Dans le cadre de l'affaire, je parle de l'affaire Weinstein, les victimes avaient été poussées à signer ce genre d'accord en fait pour les bâillonner en fait, pour les empêcher de dénoncer en fait ces actes-là. Comment vous réagissez par rapport à ça, par rapport aux lanceurs d'alerte que vous leur conseillez de faire en fait? Alors, jusqu'à présent, les lanceurs d'alerte qui sont venus nous voir n'étaient pas entravés par ce genre de contrat. Il y a différence entre contrat et clause je parle sous le contrôle des juristes. Je pense que pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait rémunération en face. Mais on n'a pas eu jusqu'à présent de lanceurs d'alerte qui soient venus nous voir en nous disant « j'ai des choses très importantes, mais je ne peux pas en parler parce que j'ai signé un contrat ». Je pense, mais c'est aux juristes de répondre. Avec la nouvelle loi, telle qu'elle est rédigée, je pense que le contrat n'aura pas grande valeur. Mais je préfère laisser les juristes parler. Oui, il y aura un débat sur la nullité de ce type de clause. En réalité, il y a deux sujets. La clause, c'est une clause de confidentialité, donc ça interdit aux lanceurs d'alerte de parler publiquement. Et c'est une partie quand même du lanceur d'alerte, puisque le lanceur d'alerte, il utilise sa liberté d'expression. Mais ça n'interdit pas aux lanceurs d'alerte d'aller voir par exemple le défenseur des droits ou une autorité judiciaire. Et vis-à-vis du défenseur des droits ou vis-à-vis de l'autorité judiciaire, il sera à mon avis évidemment délié de ce contrat, car cette clause ne sera pas opposable à l'autorité judiciaire. En fait, c'est juste qu'une clause, elle ne peut pas te faire faire quelque chose d'illégal. En droit pénal, tout ce qui va être du domaine de l'infraction, délit, crime,
un contrat de travail par essence. Il y a des conditions, tu as une fiche de poste, mais une fiche de poste ne peut pas être illégale. À partir de ce moment-là, du coup, il peut y avoir, qu'importe la clause, hein. S'il y a une clause qui t'empêche de prendre la parole en public, et ben dans ces cas-là, tu peux écrire une lettre au procureur. Ça ne sera pas une prise de parole en public et ça permettra de mener des investigations. Et dans tout le reste, dans tous les cas, illégal, ça ne s'arrête pas aux portes de l'emploi. Du coup, à partir de ce moment-là, tu n'as pas de problème avec la clause saute parce que ce n'est pas une clause qui est légale, proportionnée. Et, coup, la réponse est claire. L'objet n'est pas et d'où l'intérêt du dialogue avec la salle. Merci. Oui, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas convenir par contrat de receler des actes, des crimes et des délits. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur d'autres thématiques que le statut du lanceur d'alerte en France? Oui, on a 2 personnes. Ouais. Vous m'entendez? Ça marche? Moi, j'avais 2 questions. Alors déjà, vous parliez un tout petit peu plus fort, peut-être le micro un peu plus près. Ça marche? Là, comme ça? Ah oui, ça y est. J'avais 2 questions. Vous disiez qu'il n'y a pas de secret des sources, enfin qu'il n'y a pas de législation sur le secret des sources, c'est ça, pour les lanceurs d'alerte, alors que pour les journalistes, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et ma deuxième question, c'était comment justement vous travaillez avec les journalistes? C'est quoi les mécanismes qui font que, je sais pas, il y a des lanceurs d'alerte qui viennent vers vous. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vers vous et pas vers les journalistes? Enfin voilà, comment ça marche? Comment vous travaillez ensemble? Alors, merci. Pourquoi ils viennent vers nous? Parce qu'on pense que c'est mieux qu'ils commencent par nous, parce qu'il y a 34 000 journalistes aujourd'hui en France, encartés en tout cas, et il y en a beaucoup qui sont d'une fort noble probité, qui respectent leurs sources, et ce n'est pas le cas de tous. Donc on préfère qu'ils viennent vers nous d'abord, on leur explique un petit peu le périmètre, on les enverra plus facilement vers des journalistes en qui on a confiance, qui n'ont pas trompé mais entre confiance, dans des médias d'investigation, et parce que je pense que c'est un parcours, c'est de la communication de crise. Quand c'est un patron d'entreprise, on appelle ça de la communication de crise. Quand c'est un lanceur d'alerte, on n'appelle pas ça comme ça, mais ça lui tombe dessus. Il voit arriver des micros, des caméras, etc. Donc, on préfère l'aider, le garder avec nous, le préparer et l'envoyer dans les bonnes directions. Voilà. Et la première question que tu as posée, il y avait du bruit derrière et je n'ai pas entendu. Mais elle n'était peut-être pas des... Sur le secret des sources, quelle était la question ? Quelle que soit la source, un journaliste a droit au respect du secret des sources. Alors, sauf la Défense nationale, etc. Mais Mediapart en a été victime il y a quelque temps. Généralement, il y a une tentative de violer le secret des sources. Il y a souvent une réaction très forte de la profession. Sur le dernier épisode de Mediapart, le principal syndicat de la profession, c'est-à-dire le SNJ, dont je suis membre du bureau national, était là, mais nous avions avec nous le SNJ-CGT, nous avions avec nous le syndicat CFDT des journalistes, nous avions Reporters sans frontières, nous avions la Fédération internationale des journalistes, nous avions la Fédération européenne des journalistes, et aujourd'hui, dès qu'il y a une tentative de violation de secret des sources, aussi bien en France qu'en Europe et ailleurs, les organisations dans lesquelles on siège se dressent pour faire respecter le secret des sources. Il arrivera, je ne l'espère pas, un jour où il sera violé à droite ou à gauche, mais en tout cas, il y a une réaction très forte de la profession pour s'opposer à la violation du secret des sources. Et de même, une solidarité très forte entre la profession des journalistes et les associations pour s'opposer aux procédures bâillons. Parce que c'est une autre façon pour certaines entreprises, et par exemple Bolloré en était le grand spécialiste, de faire des procédures bâillons, donc en réalité des procédures judiciaires qui n'aboutiront pas, mais qui nécessitent pendant le temps de la procédure beaucoup d'énergie pour défendre. Et là, effectivement, ces tentatives-là, jusqu'à présent, ont été relativement bien circonscrites, mais c'est aussi une menace qui pèse sur les lanceurs d'alerte. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une chose à retenir parmi d'autres de cette conférence, c'est lanceurs d'alerte, n'y allez jamais, vous seul, comme chevalier blanc. Comme chevalier blanc,
Nous en connaissons un certain nombre qui, à une époque où la législation n'existait pas, qui se sont avancés et ils ont souvent subi des circonstances pénibles. Donc, d'avoir le concours d'un syndicat, d'une association, d'un journaliste, ça aide quand même beaucoup, de la maison des lanceurs d'alerte, ça aide quand même beaucoup. Si tu me permets juste une mini-illustration de ce que c'est qu'une procédure Bayon pour Vincent Bolloré. Il y a un journaliste que vous connaissez probablement qui s'appelle Nicolas Vescovaci, qui a fait pas mal d'investigations et qui s'est lancé dans ce projet extrêmement louable de rédiger un bouquin sur Vincent Bolloré. Il n'avait pas encore vraiment écrit les premières lignes que d'ores et déjà un huissier sonnait à sa porte, l'avertissant des risques auxquels il s'exposait en se lançant dans cette démarche. Voilà les pratiques qui sont celles de Bolloré et des gens qui l'entourent. Et puis si on peut juste Bolloré, vous avez tous vu à quel point parler sur un plateau télé d'une chaîne qui appartient au groupe Bolloré, parler des affaires de corruption qui concernent Vincent Bolloré peut tout de suite entraîner, je fais référence évidemment à cet échange entre Louis Boyard et Cyril Hanouna, où on a bien vu que ça entraînait immédiatement de la crispation, pour le dire de manière modérée, que de parler de Bolloré et de ses pratiques. Je crois qu'il y a une autre main qui s'était levée là-bas. Oui. Oui, vous avez un peu devancé ma question. C'est que je voulais savoir très concrètement qu'est-ce que vous faites pour bâillonner des procédures Bayon, pour contrer. Peut-être Eric, sur la façon dont le droit nous est utile pour répondre avec les mêmes outils quand il le faut. Tu veux dire un mot là-dessus ou... Oui, alors la dernière fois que l'affaire s'était posée concernant Bolloré, la réaction a été pour un certain nombre d'associations de dénoncer les faits et de se présenter au tribunal. Il y avait, je crois que c'était Mediapart qui était en première ligne, mais d'autres journalistes qui avaient repris l'information étaient également concernés. Et donc, l'ensemble des acteurs concernés est allé au tribunal pour dénoncer les faits. Maintenant, sur le fond, on a un vrai problème, parce qu'en théorie juridique, on ne peut pas demander, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'agir en diffamation. On ne peut pas interdire quelqu'un d'agir pour une affaire de dénonciation calomnieuse. Le problème, c'est ceux qui abusent. Alors, c'est vrai que une des possibilités de répondre à cela, notre idée était un peu importée de la loi sur la protection du secret des affaires, parce que la protection du secret des affaires, qui est une très mauvaise loi, mais il y a quand même une disposition intéressante. C'est une vraie catastrophe, ça c'est clair. C'est une disposition qui permet de sanctionner financièrement, à la hauteur ou en proportion de la somme demandée, la personne qui a agi abusivement. Et donc, à mon sens, on ne peut pas interdire les procédures, c'est un droit fondamental pour tout le monde, même des personnes qui n'en portent pas notre estime. Mais en revanche, ces personnes qui abusent, elles pourraient être sanctionnées non seulement, comme aujourd'hui, par l'article 700 ou une procédure abusive à hauteur de 3 000 €, mais elles pourraient être sanctionnées en proportion de ce qu'elles demandent à la personne poursuivie abusivement. D'autres questions? Oui. C'est une question, est-ce qu'il existe des soutiens financiers pour les personnes qui se lancent en tant que lanceurs d'alerte? Et si oui, lesquels? C'est quoi les organismes qui financent ces aides? Alors, je peux parler de la maison des lanceurs d'alerte. J'espère qu'il y en a d'autres qui donnent des soutiens financiers, mais je ne sais pas comment ça se passe. Nous, on s'organise de la façon suivante. On a un budget annuel. On a une commission qui se réunit 2-3 fois par an. Sauf quand il y a une urgence absolue. Dans cette commission, il y a des travailleurs sociaux qui sont des bénévoles de la Maison des lanceurs d'alerte, qui analysent le dossier, qui analysent les besoins du lanceur d'alerte, et on donne ce qui est nécessaire pour tenir un certain temps. C'est pas éternel, mais on prend en charge des frais qui peuvent être des frais d'avocat, qui peuvent être un loyer à payer en urgence ou des choses comme ça, parce que le lanceur d'alerte se retrouve quelquefois, même assez souvent, dans une situation, surtout s'il est licencié du jour au lendemain, pour faute, sans indemnité de licenciement, dans une situation difficile. Donc on a cette organisation.
Elle ne va pas aussi loin de notre point de vue qu'on souhaiterait le faire, parce que c'est limité par les moyens et le budget de la Maison des lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'on cherche à avoir de plus en plus à la fois d'adhérents et puis de dons qui nous permettraient d'abonder ce fonds. Mais ce fonds existe et il fonctionne depuis 3 ans. Et je veux juste dire un mot, parce que ce fonds est important. J'étais parmi ceux qui ont travaillé sur la première loi lanceur d'alerte, la loi Sapin. Et nous avions effectivement vu le sujet, et nous avions prévu dans la loi la possibilité pour le défenseur des droits d'allouer à la personne concernée, en fonction de sa situation personnelle et aussi pour le besoin de sa défense, la possibilité pour le défenseur des droits de lui octroyer une somme, une certaine somme, un soutien. Et le Conseil constitutionnel, au motif que ce n'est pas prévu dans la Constitution, le défenseur des droits étant une autorité constitutionnelle, a censuré. Très étrangement d'ailleurs cette situation. Donc maintenant dans la loi Warsmann, il y a une disposition mais assez complexe et il n'y a pas à ma connaissance d'utilisation de cette procédure, puisque vous pouvez demander au juge lui-même de décider que, compte tenu des éléments, des commencements de preuves que vous abordez pour prouver que vous êtes lanceur d'alerte, vous pouvez demander au juge lui-même de décider que vous allez recevoir non pas seulement l'aide juridictionnelle, ça c'est un autre système, mais un soutien. Je reconnais que c'est une procédure particulièrement novatrice, mais en même temps tellement novatrice que sa mise en œuvre sera difficile. Donc on est sur un système qui n'a rien à voir avec celui qui a été retenu dans d'autres pays, typiquement les États-Unis, où sous le contrôle des experts, je crois qu'on peut monter jusqu'à 10% de la somme récupérée par l'administration pour le lanceur d'alerte qui est à l'origine des révélations. Je crois que la Corée du Sud aussi a un système qui permet d'indemniser de manière significative, mais qui n'est pas un pourcentage du montant de l'affaire, mais plutôt un barème qui a été préétabli. Mais là je m'avance sur un terrain que je pourrais pas en dire beaucoup plus. Voilà, tu connais mal le système de protection des lanceurs d'alerte en Corée du Sud. Mais ça pose effectivement là aussi d'autres questions éthiques naturellement, et ça interroge la question fondamentale du désintéressement dans l'alerte. Voilà, je ne sais pas si c'est un exemple à suivre. En tout cas, il y a d'autres modèles qui existent. D'autres questions? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez, avec le recul, une vision sur les effets de la loi sur le secret des affaires, sur le travail des lanceurs d'alerte et les risques qu'ils encourent? Alors globalement, moi je peux dire que sans doute ça fait hésiter un certain nombre de lanceurs d'alerte, parce que c'est vraiment une sale loi. Mais là aussi, je préfère on n'a pas eu... quand on en parle avec les lanceurs d'alerte, on se rend bien compte... Bon, déjà, une bonne partie la connaissent pas, cette loi. D'autres la connaissent, en ont peur pour de mauvaises raisons. Et d'autres en ont peur pour de bonnes raisons. Est-ce que ça ralentit? Je ne crois pas quand on parle avec eux. Vraisemblablement, avant qu'on parle avec eux, quelqu'un de normalement constitué qui connaît un tout petit peu la loi peut légitimement avoir peur. Mais là aussi, je pense qu'un juriste nous sera utile. Le problème, c'est que le lanceur d'alerte, il est protégé, y compris dans la loi secret des affaires. Dire que le lanceur d'alerte est prévu, mais il doit démontrer que ce qu'il a divulgué l'a été pour un intérêt général ou un intérêt européen. Et le vrai problème dans ce dossier-là, c'est que le lanceur d'alerte se trouvera en position de défense. Donc il va devoir se défendre par rapport à l'entreprise qui dira « vous avez divulgué un secret », il va devoir se défendre pour dire « oui, j'étais légitime et j'ai pu légalement divulguer ce secret parce que c'est une affaire d'intérêt général ». Et en plus, s'agissant du droit des affaires, il va devoir se défendre devant le tribunal de commerce, qui n'est pas le lieu qui est spécialisé sur la défense de la liberté d'expression. Et donc la balance entre la liberté d'expression et le droit des affaires, le droit commercial, à mon avis, n'est pas bien assuré par le tribunal de commerce. Ensuite, ça viendra devant la Cour d'appel, devant la Cour de cassation, éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est vrai que le parcours d'obstacles que devra franchir ce lanceur d'alerte avant d'être rempli de ses droits et avant d'être reconnu comme légitime dans la divulgation du secret ou des affaires, ça c'est un parcours d'obstacles qui peut en dissuader un certain nombre.
Pour compléter, ce que je peux dire, c'est que la loi du 21 mars et les décrets d'application d'octobre indiquent très clairement que on exonère la responsabilité civile du lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations. Il n'est pas civilement responsable des dommages causés du fait de son signalement ou de sa divulgation publique. Dès lors, comme tu le disais, qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. C'est la loi. Peut-être d'autres questions? Ah, ouais, il y a une main qui s'est levée. Bonjour, vous m'entendez ou... Ouais, c'est bon. Fort, ce serait top, oui. Ok, je vais essayer, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a un gros enjeu, en fait, c'est la méconnaissance des potentiels lanceurs d'alerte, de leurs droits, en fait. Là, je découvre qu'une clause de confidentialité, c'est pas si restrictif que ça. Qu'est-ce que vous faites, en fait? En fait, je pense qu'en communiquant, notamment grâce au tout le travail que vous avez fait pour protéger les lanceurs d'alerte, vous auriez peut-être le pouvoir de stimuler. Il y a peut-être plein de gens en possession d'informations qui pourraient servir l'intérêt général, qui les gardent par des peurs en fait, qui ne sont pas justifiées. Et qu'est-ce que vous faites pour essayer de stimuler ce lancement d'alerte? Enfin, je ne sais pas comment dire. Alors, que faisons-nous? On informe. On informe les lanceurs d'alerte ou les futurs lanceurs d'alerte. Il y a un petit stand de l'autre côté, tout à fait au bout, dans les stands partenaires, à côté d'Anticor, qui est le stand de la Maison des lanceurs d'alerte. Et on a édité un petit livret qui est le livret qui permet à un lanceur d'alerte de connaître tous ses droits. On en trouve une partie aussi sur le site de la Maison des lanceurs d'alerte. Mais c'est lent. C'est lent, d'autant plus que la loi est récente. Mais clairement, dans ce guide, il y a absolument toutes les réponses aux questions que peut se poser un lanceur d'alerte qui veut avancer dans son alerte. Est-ce que c'est répondu ? Ouais, peut-être sous ton contrôle, hein, mais je crois qu'il y a quelque chose ici qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'il existe une solidarité importante entre les lanceurs d'alerte à partir du moment où quelqu'un effectivement se retrouve dans cette situation qui est pas évidente. Il y a évidemment les associations, mais chaque année, par exemple, il y a un salon du livre des lanceurs d'alerte où on a un grand nombre des lanceurs d'alerte français, d'ailleurs parfois en dehors qui ne sont pas nécessairement français, mais qui viennent dans une logique évidemment de débattre de toutes ces questions-là, mais aussi dans une logique de se rencontrer, de partager la même expérience et de s'épauler, de se conseiller sur des erreurs qu'il ne faut pas commettre ou alors des opportunités, les bons contacts à activer. Et je crois que c'est une composante importante de cette solidarité qui existe. Non seulement ça, mais on organise une fois par an une rencontre de ces lanceurs d'alerte. On fait ça généralement à la Bourse du Travail. Et le livret dont je parlais a été rédigé, certes, par nos juristes, mais avec les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que c'est parti, c'est pas un truc théorique, on a décliné la loi, les décrets, etc. Ça s'est fait à partir du vécu des lanceurs d'alerte. Donc je pense, allez le regarder et emportez-le, il est bien fait, quoi. Et je pense qu'il répond à beaucoup de questions. Il y a deux documents, il y a celui de la Maison des lanceurs d'alerte et il y a aussi le Défenseur des droits qui, sur son site internet, également présente le système de défense. Ça répondait à la question? Ouais. Il faut savoir qu'il y a aussi des référents alertes dans les ministères, les collectivités, les entreprises. Mais tout défend, c'est la loi, mais tout dépend de la crédibilité et du crédit qu'on prête à ces personnes qui sont référents alerte. Excusez-moi, juste par rapport aux défenseurs des droits, j'émets juste une réserve par rapport aux défenseurs du droit. Tout dépend en fait de quelle institution ou de quelle entreprise on fait référence. Pour être plus précis, s'il s'agit par exemple d'institutions supranationales, donc des institutions par exemple européennes, je ne sais pas si le défenseur de droit est comment dire ça, compétent. Voilà. Il y a l'extraterritorialité qui fait qu'il n'est pas compétent, a priori. Enfin, si le lanceur d'alerte est résident en France, il est compétent pour celui-ci. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autorité européenne pour la défense des lanceurs d'alerte, mais à la limite, le défenseur des droits, il peut jouer un rôle. En réalité, c'est là où on trouve un peu les limites du droit.
parce que c'est très bon d'avoir la loi Wasserman, c'est très bon d'avoir un système de défense, mais en réalité, on est dans un vrai combat culturel. Donc c'est notre regard sur un certain nombre de malversations pour lesquelles la plupart fermaient les yeux. Eh bien, c'est ce regard sur ces malversations qui va changer. Et c'est là où je rejoins ce que disait Alexandre au début de la réunion. Dire les pays qui ont développé un système de lanceurs d'alerte performant, efficace, ont vu dans des proportions significatives, je ne sais pas si c'est la moitié, mais dans des proportions significatives, réduire les questions de corruption. Alors, c'est toujours difficile de dire dans quelle proportion, parce que c'est la partie immergée de l'iceberg, mais c'est vrai qu'on peut raisonnablement penser que l'effet d'une loi et d'une pratique efficace du lancement d'alerte a des effets sur la probité d'un pays. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais donner une information que je vous demande de garder jusqu'à mardi, parce qu'elle est sous embargo jusqu'à mardi. Mais on va, aux Assises du journalisme à Tours, lancer, la Maison des lanceurs d'alerte, on va lancer le prix qu'on appelle l'alerte à la une, qui est destiné aux journalistes, qui travaillent à partir des contenus fournis par les lanceurs d'alerte. Donc l'idée, c'est de mettre un coup de projecteur sur des enquêtes qui lient médias d'investigation, lanceurs d'alerte, pour promouvoir un journalisme d'investigation. Donc c'est pour visibiliser en quelque sorte la contribution des lanceurs d'alerte au débat public et à l'information d'intérêt général. Donc j'en dirai plus à Tours, mais ça s'appellera l'alerte à la une. Très bien. Et à Anticor, chaque année, lors de notre soirée festive des prix éthiques et des casseroles, nous décernons généralement un prix à un lanceur d'alerte, mais ça ne doit pas être la raison pour laquelle vous allez lancer une alerte. Alors, on a une question, madame. C'est pas une question, c'est un témoignage, parce que je pense que quand on est lanceur d'alerte, on en bave. Et moi, je suis avocate, et donc j'ai un client lanceur d'alerte, et je peux dire qu'il a reçu un prix Anticor une année, et que ça a été un soutien formidable, parce que notamment pour ses 3 enfants qui étaient là, et son épouse qui était là avec lui le jour où il a reçu ce prix, on pouvait voir dans le regard des enfants toute la fierté de voir leur père primé par Anticor, alors que au quotidien, à ses côtés, ils en ont bien bavé. Donc je voulais, témoigner de cela, et 2, cette même personne a pu aller jusque devant la Cour de cassation, parce que les honoraires de son avocat ont été financés par la maison en cassation, ont été financés par la Maison des lanceurs d'alerte. Donc c'est un témoignage de l'importance de votre rôle pour que les lanceurs d'alerte puissent continuer leur combat. Certes, c'est tout à fait insuffisant parce que ça ne fait pas vivre au quotidien quand on se retrouve licencié, au chômage, puis sans droit. Pardon, c'est moi, parce que je devais faire quelque chose. Mais c'est quand même extrêmement important. C'était qui ? Alain Gauthier. Allez, on a encore le temps pour une dernière question si quelqu'un le souhaite. Mais c'est pas obligé. Mais c'est voilà. Ouais. Ok. Bon, merci infiniment à toutes et à tous. Et, merci. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, il y a à l'autre bout, dans les stands partenaires, un stand d'Anticor, un stand de la Maison des lanceurs d'alerte, où vous trouverez des informations complémentaires. Merci. Voilà, et juste peut-être un mot, parce qu'on rentre dans une période qui va s'annoncer être turbulente pour Anticor dans les prochains mois en raison de cette question de l'agrément ministériel qui nous permet de nous constituer partie civile. Ça peut paraître technique, mais cet instrument, c'est la condition pour que les affaires ne soient pas enterrées, parce que ça nous permet de saisir des juges d'instruction qui sont des juges indépendants. Naturellement, on l'a traversé il y a 2 ans et demi, il y a une très grande tentation du gouvernement de nous retirer, enfin en tout cas de ne pas nous renouveler cet agrément. Il est possible qu'on rentre à nouveau dans une période compliquée qui nous ferait perdre notre principal moyen d'action. Donc soyez assez à l'écoute de ce qui va se passer sur ce sujet qui peut paraître technique, mais qui serait un retour en arrière important en matière de lutte contre la corruption en France. Et Dieu sait que pourtant, on a toujours énormément besoin de lutter contre quand on voit toutes les casseroles qui caractérisent cette présidence.